à partager leur flamme. Vous savez que partager la flamme, c'est la thématique de ce 14 juillet, on le répète depuis ce matin. Vous n'avez rien découvert. Et donc Emmanuel Macron et le chef d'état-major des armées qui vont monter dans ce command-car pour passer les troupes en revue, faire le tour de cette place de l'Étoile et descendre les Champs-Élysées vers cette tribune présidentielle. Et après, notons-le, c'est évident, on va le voir sur les images, il y a rarement eu autant de personnes présentes à un 14 juillet. Il y a beaucoup de monde qui est donc venu, peut-être parce que le 14 juillet n'est pas qu'un exercice d'apparat, de réassurance nationale, peut-être parce que depuis le 24 février dernier, la guerre est à 2 heures d'avion de Paris et de la France, Pierre. Oui, tout à fait. Le général Abad, que l'on a vu, le gouverneur militaire de Paris, disait que, bien sûr, c'est un moment patriotique, c'est un spectacle, mais qu'il y a une certaine gravité. Et c'est vrai que les Français perçoivent tout à fait cette gravité, et cette gravité sera symbolisée dans quelques dizaines de minutes par les troupes mises à l'honneur, troupes étrangères, troupes mises à l'honneur françaises, effectivement, que vous avez interviewées, qui reviennent de Roumanie, ou d'Estonie, ou de Pologne. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une attention encore plus forte. Et rappelons-le, c'est une évidence, mais certains l'ignorent peut-être, la France est le seul grand pays démocratique où, le jour de la fête nationale, les troupes armées défilent. Oui, ça n'existe pas en Allemagne, pas au Royaume-Uni, pas aux États-Unis, qui sont pourtant des pays qui ont la fierté chevillée au corps, et c'est bien naturel. Oui, vous avez tout à fait raison, nous avons cette particularité. Les Britanniques, j'ai tendance à dire qu'ils défilent toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des traditions militaires très fortes, pas simplement pour le jubilé de la reine, nous l'avons vu il y a quelques semaines, mais c'est vrai que nous sommes le seul pays démocratique à avoir vraiment cet hommage rendu aux armées et ce rassemblement peuple-armée. Alors une petite information qui concerne le défilé aérien de tout à l'heure, sachez que les avions de la sécurité civile qui devaient défiler aujourd'hui ne le feront pas parce qu'ils sont mobiles du fête nationale, mais dans un court instant, dans exactement 10 secondes, que nous ne le voulions pas, on va faire un peu de politique et de sondage. L'accueil qui est reçu par le chef de l'État, le président de la République, quand la foule est à 15 mètres de lui à 14 juillet, c'est un assez bon baromètre parfois de sa popularité. Il y a des applaudissements à tout rond, il y a des huées, il y a de l'indifférence, quelquefois tout cela le même jour d'ailleurs. Et donc, en général, on essaie de se taire quelques secondes pour se dire, tiens, quelle est l'atmosphère du jour? C'est d'ailleurs assez compliqué de déterminer si ça va dans un sens ou dans un autre dans le brouhaha, d'autant qu'on va aussi entendre dans quelques instants le bruit des sabots de la garde républicaine, puisque le président, traditionnellement, va être encagé, comme on le dit dans le jargon, par cette garde républicaine et ses chevaux qui vont l'accompagner et l'escorter. Alors, il y a une dimension évidemment sécuritaire, effectivement, empêcher que quelqu'un puisse viser précisément le président, mais il y a aussi une dimension d'apparat très importante, Pierre, il y a cette double dimension. Tout à fait, et ce qui est très intéressant dans le 14 juillet, c'est qu'en permanence, vous avez une rencontre entre l'histoire et la modernité. L'histoire, c'est-à-dire que sous la monarchie et sous l'Empire, il y avait ces grandes escortes à cheval, qui effectivement, Anne-Claire, comme vous le disiez, avaient vraiment une dimension d'apparat, c'était démonstratif du fait que le souverain était chef des armées, chef militaire, ce qui est le cas du président de la République qui, quand il est dans ce véhicule de commandement, est vraiment chef des armées. Il y a une espèce de transmutation, même s'il l'est en permanence. Et puis il y a une dimension, notamment par ce qu'on appelle les flancs-gardes, c'est-à-dire les cavaliers qui se trouvent de part et d'autre des flancs du véhicule, qui était une mesure de protection, évidemment, pour protéger le souverain. Juste un détail, on voit donc le général Burkhard, chef d'état-major des armées, à côté du président. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est Jacques Chirac, président de la République, qui a inversé, puisque vous voyez le général Abad, gouverneur militaire de Paris, qui est le grand organisateur qui est derrière, jusqu'à Jacques Chirac 1995, c'était le gouverneur militaire de Paris qui était à côté du président, puisque c'était le responsable du défilé, et le SEMA se trouvait derrière. À l'époque, c'était le général Douin qui trouvait ça plutôt anormal, et qui donc a inversé l'ordre protocolaire, et donc c'est le chef d'état-major des armées, c'est celui qui donne des ordres aux militaires en opération qui se trouve à côté du président. Et vous voyez cette image d'engagement magnifique dans cette brume de chaleur, et Dieu sait s'il fait chaud aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Le président qui salue la foule sur le côté, et effectivement ces gardes républicains à cheval contrastent avec
tous ces nouveaux véhicules et cette modernité de l'armée française qu'on a vu en amont, hein. Il y a beaucoup de nouveaux véhicules comme le Jaguar, le Griffon, le système Scorpion qui permet à tous les maillons de la chaîne armés de communiquer entre eux sur le terrain. Il y a évidemment les canons César dont on va parler tout à l'heure et qui s'illustrent en ce moment sur le sol ukrainien. Et il y a effectivement beaucoup de choses à dire cette année sur cette armée française qui est en train de se transformer en profondeur et qui va sans doute évidemment se transformer à marche forcée. À ce sujet-là, le général Burker, il faut le rappeler, est un légionnaire. Et ça fait déjà des années qu'il essaye, comme on nous l'explique, de durcir l'entraînement. De durcir l'entraînement de ces soldats. Comment on peut qualifier effectivement ce réflexe qu'il a eu déjà depuis la première crise ukrainienne. En fait, ça fait des années qu'on sent qu'il se passe quelque chose de ce côté de l'Europe et que l'armée française essaye de retrouver certains réflexes. Hein. Et d'ailleurs s'entraîne avec les Estoniens, par exemple. Ouais. Là, il y a une image absolument magnifique où on voit effectivement cet engagement dont vous parliez avec le président au milieu de cette escorte. Mais vous avez tout à fait raison, et le général Burkhardt a été assez visionnaire parce que ça fait plusieurs années qu'il met en garde contre le risque de retour de guerre de haute intensité. Alors il n'imaginait peut-être pas en Ukraine, l'année dernière, au 14 juillet précédent, on n'aurait pas imaginé que les canons César se retrouveraient en position en Ukraine à détruire des batteries russes. C'est quand même un changement historique incroyable. Et au-delà de ça, souvenez-vous, Pierre, il y a 10 ans, on se demandait s'il fallait vraiment faire défiler des chars Leclerc sur les Champs-Élysées, et des stratèges extrêmement intelligents, mais peut-être pas visionnaires, disaient des chars en Europe, mais pourquoi faire? Vendons-les à l'encan et ils n'auront aucune utilité dans l'avenir. On voit l'utilité qu'ils ont aujourd'hui. Oui, c'est là où il faut effectivement être capable d'anticiper, d'être visionnaire. Ce qui était frappant dans le discours du président Macron hier soir à l'hôtel de Brienne, c'est une volonté de mettre sous tension l'ensemble de l'appareil militaire, l'appareil industriel, notamment pour éviter parfois certains travers qui sont reprochés à la délégation générale pour l'armement, juste ou injuste, de parfois, comment dirais-je, construire des usines à gaz là où les militaires ont demandé des outils plus simples, peut-être plus rustiques. Et donc il y a vraiment une réflexion comment dire, qui est lancée par le président, qui va déboucher sur une nouvelle loi de programmation militaire, qui va aller dans ce sens de l'innovation et de la souplesse et de la rapidité. Regardez ce magnifique qu'on a vu grâce à cette grue au sommet d'Arc de Triomphe, et écoutons le bruit, les clameurs, le craquement des sabots sur le bitume et les pavés des Champs-Élysées. Écoutons un instant. Et avec vous, Pierre, rappelons aussi que jamais, depuis des temps très reculés, le budget de l'armée française n'a autant augmenté. Ça ne date pas du 24 février dernier. Le mouvement était enclenché avant. Alors on entend de temps en temps effectivement des clameurs qui viennent de la foule. Mêlés à des applaudissements, ouais. C'est compliqué. Oui, Pierre, nous parlions de ce sujet qui peut paraître trivial ou profane, de l'argent, du budget de l'armée. Il est longtemps resté dans le tour de 33 milliards annuels. Il a beaucoup augmenté, il va encore beaucoup augmenter. Effectivement, on est à 41 aujourd'hui, plus 3 milliards annoncés par le ministre Sébastien Lecornu devant la représentation parlementaire. Et effectivement, sur cette loi de programmation militaire que le président Macron a fait voter, c'est la première fois depuis très très longtemps qu'elle a été respectée. Et c'est pour ça qu'on voit arriver des matériels nouveaux qu'Anne-Claire a cités. Parce qu'on s'est aperçu en prêtant ou en donnant aux Ukrainiens des canons César que nous en avions très peu. Ça tient sur les doigts de 2 ou de 4 mains, on en a une vingtaine. Une 76, Mais ça. Et ça, on en a donné une vingtaine aux Ukrainiens. Mais 76, les Français ignoraient peut-être que nous n'en avions que 76. Voilà, alors il faut dire aux Français aussi qu'il n'y a pas que le canon César dans l'artillerie française, heureusement. On en verra tout à l'heure un certain nombre, notamment des lance-roquettes unitaires, que je préfère appeler lance-missiles, parce que vous savez, la roquette est bête. Vous la tirez, elle tombe là où elle peut. Le missile est intelligent, il est guidé, donc ce sont plutôt des lance-missiles unitaires, on va les voir défiler, des mortiers de 120 également, d'autres types de canons de 155
qui sont portés par d'autres vecteurs, mais le canon César, finalement les Français ont découvert en même temps l'extraordinaire modernité et efficacité de ce type de canon. Et les Français se sont demandé, après le 24 février dernier, combien de jours, de semaines ou de mois la France pourrait tenir dans le cas d'une guerre à haute intensité sur son territoire ou à proximité de ses frontières. Et la réponse n'est pas évidente. La réponse n'est pas évidente parce que déjà la question n'est pas simple. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre intelligemment à votre question, il faudrait savoir dans quel type d'engagement la France se trouverait impliquée et avec quel partenaire. Parce que la France a des alliés. La France a 29 alliés au sein de l'OTAN, a 26 alliés au sein de l'Union européenne. Donc l'hypothèse où on se retrouverait tout seul face à la Russie, pour prendre ce cas d'école, est tout à fait impossible. Mais ce qui est vrai, vous avez raison, c'est que tout au long de ces dernières décennies, on a fait des économies sur les stocks de munitions, en se disant on ne se retrouvera jamais dans des conflits de haute intensité où il faudra pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois délivrer de l'armement. Et la France a eu ce problème à l'opération Serval en janvier 2013. Elle a été obligée de demander à l'Allemagne des compléments de munitions parce qu'elle n'en avait pas assez en stock. Alors pendant que vous parliez justement les de Polonais ça, qu'on voit tout de suite là. les troupes mises à l'honneur cette année, ce sont les troupes de pays de l'Est, effectivement, les 9 pays de l'Est qui sont directement concernés par des frontières avec l'Ukraine, avec la Russie, et qui font partie de l'Union européenne, qui font partie de l'OTAN, qui sont d'anciennes républiques soviétiques. Et donc le symbole est extrêmement fort. Hein. Écoutez, honnêtement, c'est quand même incroyable. Vous allez voir tout à l'heure, donc ces pays qui appartenaient au bloc de nos ennemis, encore donc avant la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc Et soviétique. ce sont 9 en pays qui 91. sont payés pour savoir ce que domination soviétique ou la Grande Russie veut dire. Ils ont été oppressés, des millions d'habitants de ces pays ont été fusillés, déportés, affamés, pas il y a 3000 ans, au siècle dernier. Donc quand vous parlez aux Polonais, aux Tchèques, aux Slovaques, aux Lettons, ceux qui pensent du fait d'avoir une frontière peu éloignée de la Russie, ils frémissent. Et donc ils ne comprennent pas forcément que les dirigeants d'Europe de l'Ouest disent il faut attendre, soyons patients, le danger ne vient pas de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'ils ont une sensibilité extrême, et comment ne pas le comprendre quand on écoute ce que vous rappelez. Alors il faut dire que la France, comme d'autres pays de l'OTAN, participe depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, à ce qu'on appelle des mesures de réassurance du flanc est, du flanc oriental de l'OTAN, notamment par une présence aérienne, une présence de soldats en Estonie. Et comment dirais-je, l'Estonie avait d'ailleurs répondu à l'appel de la France par rapport à l'engagement français Barkhane au Sahel en envoyant des forces spéciales au Sahel. Certains s'étaient demandé mais pourquoi. Cette image-là est extrêmement puissante du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Regardez, il faut imaginer, donc là c'est, comment dirais-je, une escorte d'honneur, mais dans les guerres impériales, là il y a 200 chevaux, il faut imaginer des régiments de cavalerie à 1500 cavaliers fonçant, portant cuirasse, donc avec tout l'éclat donné par la cuirasse, allons défoncer des bataillons d'infanterie prussiens, autrichiens ou britanniques. Alors, vous parliez du Sahel avant que le président de la République n'arrive à la tribune. Une pensée, évidemment, ce 14 juillet pour les 3 soldats qui sont morts pour la France cette année. Hein. C'est une tradition de saluer leur mémoire. Il s'agit du sergent Maxime Blasco, il s'agit du maréchal des logis Adrien Quélin et du brigadier chef Alexandre Martin. Les morts pour la France, les blessés pour la France, dont les familles sont aussi dans les tribunes invitées par l'Élysée précisément pour qu'on n'oublie jamais que derrière ces régiments, derrière des chiffres qu'on peut donner sur l'armée française, il y a évidemment des hommes, des femmes qui s'engagent, qui au péril de leur vie, et des familles derrière, qui sacrifient beaucoup pour qu'ils puissent nous protéger. Et elles sont là, ces familles. Vous allez les apercevoir dans quelques secondes, à droite, à l'extrême droite de votre écran, dans cette tribune qui est à droite de la tribune présidentielle et qui est traditionnellement réservée aux familles, aux proches des soldats morts ou blessés en opération extérieure. Ils sont à 30 mètres de nous et le chef de l'État va passer juste à côté d'eux et il consacrera sans doute, comme ses prédécesseurs, plusieurs minutes avec eux.
protecteur particulier d'Emmanuel Macron, l'amiral Roland. La secrétaire d'État aux anciens combattants, celle à la jeunesse et au service national universel. Sébastien Lecornu, donc le nouveau ministre des Armées. On va les voir après. Je l'aurais dit. Bon. Le plus jeune de la 5e République, là. Oui, réserviste de la gendarmerie. Je sais que les jeunes. On parle beaucoup des jeunes. On a raté la fin de la phrase, mais la jeunesse est une obsession. Avec le Sénat, dans un autre cadre. C'est un exercice difficile, je pense. Vous savez, ceux qui nous accueillent à la Courtine, enfin, Il faut avoir les nerfs. il faut avoir les nerfs secs. Oui, c'est Ils ça, n'ont pas tout compris dès le départ, les polytechniciens. Ah bah non, mais c'est. Lui, il a les nerfs solides. Avoir les nerfs solides. Merci beaucoup, mon général, en tout cas. Vous avez eu cette allusion drôle d'Elisabeth Borne au corps de polytechnicien dont elle est? Oui, absolument, parce qu'en fait, ceux qui intègrent Polytechnique, en arrivant à l'école, ils commencent par 8 mois d'armée ou d'engagement dans des services civils. Et donc les polytechniciens, donc des matheux qui ont fait 2 années de prépa, qui ne sont pas beaucoup sortis de leur turne, de leur chambre, et qui se retrouvent tout d'un coup à la Courtine, encadrés par des sous-officiers velus qui les forment à la dure. Donc il y a un petit choc culturel qu'elle évoquait là. Même les glabres, les formes à la Non. Et après, on ira. Voilà, juste à côté du président, donc c'est l'un de ces 7 de camp, ce sont des personnages très importants que vous reconnaissez grâce aux aiguillettes dorées qui portent en travers du corps. Tendons l'oreille. Ah non, j'étais très heureux. Oui, oui. J'étais très heureux de voir que certains se tenaient debout. Oui. Avec une volonté de faire. Je me rends fier. C'est bien passé avec notre emblème. Très bien, il est dans la tribune. Parfait. À très bientôt. Merci, merci en particulier quelques fusiliers qui étaient. Voilà, merci à vous. Le chef d'état-major militaire. Merci encore. Hein. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'après-midi. C'était formidable. Ils ont été extraordinaires. Ah, mais je vous ai dit, j'avais fait le vol la veille et c'était vraiment remarquable. Le site est Mais vous êtes un pilote américain. Ça va. Mais je les ai suivis avec le plus de dignité possible. C'était parfait. Non, non, c'était. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et j'étais très fier de le. C'est remarquable. Du coup, Puis sur le lien avec la j'ai décoré un des mécanos lundi, qui a donné la médaille militaire. Voilà. Il m'en a parlé. Merci de veiller à eux comme ça. Merci, monsieur le président. Merci. Manifestement, Emmanuel Macron a fait un petit tour en avion, si on a bien compris. C'est ça, merci beaucoup. Et le général Louis, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, visiblement le pilotait. Là, c'est le général Rodriguez, qui est le directeur général de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le président a salué aussi, juste avant, le général. Voilà, applaudissements très nourris, pas uniquement dans la tribune officielle.
détachement de la garde républicaine, composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau du 1er régiment d'infanterie, d'une section du 1er régiment d'infanterie, d'une section du 2e régiment d'infanterie. L'ensemble étant commandé par le colonel Frédéric Poulain, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Et donc le président qui retourne à la tribune, on le répète chaque année, mais on ne s'en lasse pas, c'est au moment évidemment où il s'assoit que le top est donné pour le défilé aérien. Et ces avions qui sont en train de tourner au-dessus de Paris, à l'extérieur, hein, dans des hippodromes, pour être parfaitement à l'heure, attendent ce top qui sera donc lancé depuis le haut de l'Arc de Triomphe. Où se trouve Marie-Sophie. C'est là qu'est le quartier général. Ce baise-main fait à son épouse Brigitte Macron. Cette accolade de Gérard Larcher, le président du Sénat. Cette poignée de main au ministre de l'économie Bruno Le Maire, à Madame Colonna, au nouveau ministre de l'Éducation nationale, Marc Fesneau. Il y a donc aujourd'hui présent, sauf erreur, 41 ministres et secrétaires d'État ainsi que des ministres délégués. Pour certains, la moitié d'entre eux, c'est le 1er 14 juillet en tant que membre du gouvernement. On aperçut Clément Beaune, Agnès Pannier-Runacher. La présidente, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, première femme à ce poste. Madame Braun-Pivet. Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Jérémy Dupond-Moretti. Olivier Dussopt. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Même si les relations entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo n'ont pas toujours été... Quel est l'adjectif, Inter? Chaleureux, Chaleureux, voilà. côté du Bagad. Et un style méditerranéen du côté de la...
extraordinaire chute musicale entre le bagad de Lan Biway et la musique des équipages de la flotte. Et vous avez vu les musiciens du Bagad se mettre en position de 70, de former le nombre 70 puisqu'ils fêtent leurs 70 ans. Ils avaient formé une ombre aussi tout à l'heure, vous avez vu après. C'était la musique des équipages de la
salue la complémentarité entre les bombardes et les clarinettes. Hein. Exactement. Ça montre que voilà, dans l'armée française, il y a des gens de profils très différents. Ah, La patrouille, voilà la patrouille de France avec, vous allez le voir, le deuxième avion